Stop Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Annecy? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. C'est une demande spéciale ici d'un abonné Top Premium. Je rappelle que dans le service Top Premium, vous pouvez demander des analyses quantitatives. Donc, voilà. Déjà, je vous précise, c'est une belle entreprise. On va le dire comme ça. Avant même de commencer, mettez-la dans vos watchlist. D'accord? Maintenant, si vous voulez la description, allez sur Yahoo, allez sur Zone Bourse et allez voir à peu près ce qu'elle fait ici. Mais si on va sur Yahoo, si on va sur Wikipédia, ici, on va dire c'est un éditeur de logiciels spécialisé en simulation numérique. D'accord? Donc, l'entreprise ici, Ansys développe, promeut et assure le support de ces logiciels de simulation servant à prédire le comportement d'un produit dans son environnement. Ah, ça peut être assez intéressant. Bref, on revient ici. Nous, ce qui va nous intéresser, ce sont les chiffres. Premièrement, ici. OK? Donc, admettons qu'on se connaît juste le secteur d'activité, d'accord? Et on ne sait pas exactement ce que fait l'entreprise. Et on regarde les chiffres. Est-ce que ça va vous plaire? D'accord? Est-ce que cette compagnie va vous intéresser en termes voilà. Est-ce que, en termes de potentiel recherche ou bien potentiel investissement futur? OK? En termes de, quand je dis potentiel, si même si elle est surévaluée, on la mettra quand même dans une watchlist qu'on va suivre. Donc, ici, revenu croissant, on aime ça. Est-ce que les marges brutes vont dans le même sens? Ici, la marge brute est également croissante. On aime encore ça. 91%. Vous connaissez combien d'entreprises avec 91% de marge brute? Ça veut dire que le pricing power, il est là. Il est bien là. En termes de marge EBITDA, c'est bien d'avoir 90% ici de marge brute, mais je connais des entreprises qui ont 90% de marge brute, tout en ayant des marges EBITDA rikiki. Qu'est-ce que ça va nous montrer ici? Pour la marge brute, pour la marge EBITDA, on constate quoi? Diminution de la marge EBITDA. Marge brute augmente, revenu augmente, marge EBITDA diminue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les dépenses opérationnelles ont augmenté. Et les dépenses opérationnelles, si elles ont augmenté, ça provient d'où? Est-ce que ce sont des dépenses opérationnelles variables ou bien fixes? Est-ce que ce sont des coûts fixes ou des coûts variables? Parce que si ce sont des coûts variables, on aura tendance à les éliminer une fois qu'on n'en aura plus besoin, sans mettre en danger l'entité. Par exemple, ça peut être la force de vente, etc. Mais si ce sont des coûts fixes, ça sera peut-être un peu plus difficile. Donc, il faut aller déterminer dans les rapports financiers pourquoi. Parce que si la marge EBITDA diminue, est-ce que l'EBIT, donc la marge opérationnelle est restée à peu près stable? Ici, on va voir. On voit également qu'elle a légèrement diminué. Donc, il faut faire attention. D'accord? Il faut faire attention. Donc, ça veut dire que les dépenses opérationnelles ont augmenté. Cette augmentation donc provient d'où? Est-ce qu'on a fait une acquisition ici qui n'a pas encore été correctement intégrée ou bien correctement, comment dire ça? Je ne dirais pas, comment dire ça? Oui, mis au même niveau en termes de marge. Donc, vous pouvez faire l'acquisition. Si vous avez par exemple des marges de 30% et que vous faites l'acquisition d'une compagnie qui a peut-être des marges généralement à taille équivalente, qui a peut-être des marges de 5%, ça va impacter vos marges. Donc, peut-être qu'ici, entre le moment où vous l'achetez et le moment où vous allez stabiliser l'entreprise, on aura peut-être une diminution des marges. Donc, il faut poser les questions. Donc, je vois ici qu'on a fait plusieurs petites acquisitions ici. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que ces petites acquisitions-là, c'est elles qui ont, enfin, quand je dis petites acquisitions, techniquement, par rapport à la capitalisation boursière, par rapport aux revenus ici, c'est assez élevé quand même. OK, c'est près de 10% ici. Donc, est-ce que ça a eu un impact sur nos revenus? C'est la question qu'il faut qu'on se pose. Donc, maintenant, moi, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais regarder ici, vu que j'ai déjà identifié que la marge brute est stable, la marge EBITDA diminue, la marge opérationnelle diminue, et je sais ici qu'il faut aller regarder, est-ce que ces coûts opérationnels, est-ce que ce sont des charges fixes ou variables? Donc, je sais déjà quel genre de questions je vais aller poser quand je vais lire les rapports financiers. OK? Mais je sais déjà également que c'est une belle entreprise qui me plaît. Même si les marges diminuent ici, ça ne sert à rien si vous ne savez pas pourquoi est-ce qu'elles ont diminué. OK? Maintenant, quand on regarde ici la marge, les net income, OK, par rapport au free cash flow, vous voyez qu'en termes de volume, ça augmente. Hein. En termes de volume, ça augmente. Mais si on vient en termes de marge, vous allez voir que, voilà. En termes de marge, mais c'est surprenant. Ça également, c'est assez stable. Donc, même si la marge brute a diminué, même si la marge brute est stable, la marge EBITDA diminue, la marge opérationnelle diminue, les marges nettes restent stables. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose ici qui se passe dans cette compagnie. Donc, dites-vous ceci. Si on arrive à avoir des marges brutes au niveau de la moyenne, comme on avait précédemment, on pourra avoir des marges nettes plus élevées dans le futur. Attention, ça serait intéressant d'aller regarder. Donc, c'est peut-être pour ça que le marché paye peut-être 36 fois les bénéfices ici, non seulement par rapport à la croissance des revenus, mais également en termes de volume et également par rapport à la croissance en termes de marge, pourcentage. Faut aller regarder, creuser de ce côté-là. Et vous voyez, on n'est qu'au niveau des chiffres. On n'est qu'au niveau des... On n'est même pas encore dans les rapports financiers. Vous avez déjà un ensemble de questions à poser. C'est à ça que ça sert. Posez les bonnes questions.
OK? Donc, ici, je vois que les marges sont à peu près stables, les marges nettes sont à peu près stables. Maintenant, je vais voir net income, je vais comparer les net income avec les free cash flow pour voir déjà si on parle le même langage. Dites-vous que c'est une compagnie c'est une compagnie ici nord-américaine, donc elle aura tendance ici à avoir, les free cash flow vont avoir tendance à représenter la rentabilité de la compagnie, même s'ils sont plus élevés ici, il n'y aura pas une affaire de loyer, etc. Non. Free cash flow plus élevé en moyenne. Ligne droite, exponentielle. Et vous avez vu ici que, vu que les marges brutes, les marges de net sont stables, les free cash flow, les marges seront certainement stables. Donc, je vous épargne ici, les années s'attendent à voir combien l'année prochaine, sans doute quelque chose de plus élevé, enfin, on s'attend à des revenus sans doute plus élevés que ça. Admettons qu'on va en année N plus 3 directement, on est à 2,7 milliards. D'accord? Donc, on s'attend à peu près des revenus plus élevés dans le futur. OK. J'ai besoin de quoi donc? La dette nette. D'accord? Est-ce que nous avons un niveau de dette nette ici assez correct? Nous avons à peu près nous avons une dette nette de 2 milliards, même pas 2 milliards, 275 millions. C'est correct. Et nous voyons aussi que nous avons une compagnie qui n'a pas l'habitude d'avoir une grosse dette nette. OK? Elle n'a même pas l'habitude d'avoir de la dette. OK? Et vous avez remarqué ici qu'elle a fait des acquisitions dernièrement, donc c'est peut-être pour ça qu'elle a augmenté le niveau d'endettement ici. Et c'est un niveau d'endettement complètement risible à la fin de la journée. Parce que si vous prenez juste 25% de marge ici, ça vous donne à peu près près de 500 millions de free cash flow annuellement. Encore, au doigt mouillé, bien sûr. Ici, quand on regarde le nombre d'actions, ici, on a à peu près 87,47. D'accord? Donc, vous constatez ici que vous avez une entreprise qui a tendance à maintenir son nombre d'actions à peu près stable. Donc, quand elle fait ses acquisitions, avec son free cash flow. Elle ne paye pas de dividendes, et c'est une bonne chose. D'accord? Elle rachète parfois des actions ici, elle réinvestit tout pour la croissance. OK? Donc, maintenant, qu'est-ce que ça va donner en termes d'évaluation? Je prends la dette nette par action, disons on a à peu près 275 millions, ici divisé par le nombre d'actions à peu près à 88 millions. Fait simple ici, voilà. Ça me donne à peu près 3,13 ici par action, en termes de dette nette. Je viens sur Fastgraft, je cherche ANSYS, et je répète encore une fois, watchlist, directement. Watchlist, c'est le genre d'entité qu'on recherche, qui a de grosses marges. Et je vous ai toujours dit que quand une entreprise a une grosse marge, en période difficile, les gros vont avoir tendance à maigrir et les maigres vont avoir tendance à mourir. OK? Donc, ici, qu'est-ce qu'on constate? Déjà, je vais regarder les free cash flow, la tendance des free cash flow par rapport au net income. On voit ici que les free cash flow sont plus élevés. Les analystes, est-ce qu'ils ont tendance à avoir raison? C'est un dossier assez prévisible. Assez prévisible. Les amis, c'est pas pour rien qu'on essaie de chercher une stabilité ici. On aime investir dans les compagnies qui ont la possibilité de maintenir les marges stables, qui sont prévisibles. On ne veut pas une compagnie qui gagne beaucoup d'argent aujourd'hui et très peu demain. Non, 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 non. On veut la normalisation des résultats. Donc, je vois ici que je peux faire confiance à peu près, avec une marge d'erreur de 20%, à ces analystes-ci. Donc, si les analystes s'attendent, et je vais être très optimiste directement, si les analystes s'attendent ici à 10,20 $ par action, pour mon PER, je prendrai 25 fois les bénéfices. Dans le software, avec une telle croissance, vous allez vous échanger à 25 fois les bénéfices. En termes de PER différents, vous savez que je prends 17, 20 et 25. J'aurais pu prendre 20, 22, 25. OK, mais je ne vais pas dépasser 25 fois les bénéfices, qui représentent un rendement de 4%. Donc, admettons qu'en 2025 se réalise, tout s'est bien passé, etc. On est à 10,20 $ par action, multiplié par 25 fois les bénéfices, moins la dette nette. Est-ce qu'il faut même que j'enlève ici? C'était complètement risible, à peu près 3,25 $ ici, 3,12 $ ici, ça va pas gros. Je vais le laisser comme ça. C'est une entreprise qui peut ici, voilà, à 255 $ l'action, ça pourrait être intéressant. OK? Mais aujourd'hui, on cote à combien? 314 $ l'action. Donc, ça dit qu'il y a une grosse croissance qui est inclue déjà dans ce prix-ci. Maintenant, est-ce que ça va se réaliser? Point d'interrogation. D'accord? La croissance va tendre à ralentir dans le futur. Et si vous investissez dans ce genre de compagnie, il faut connaître la taille du marché. Par exemple, on a un chiffre d'affaires de 2 milliards. Imaginez qu'on exerce dans un marché ici qui est peut-être ici de 50 milliards. On peut se dire que, actuellement, on a 4% on a 4% de part de marché. On peut espérer plus. D'accord? Mais si on a un marché de niche qui est déjà assez petit, on représente déjà, voilà, disons que c'est un marché, je prends un exemple, bête, disons que c'est un marché de 10 milliards et on a un revenu de 2 milliards, ici on a déjà 20% du marché. Et s'il y a également des compétiteurs dessus, dites-vous que voilà, ça va être de plus en plus difficile de générer une croissance aussi élevée. OK? Donc, ainsi, ici, pour le moment, on va l'attendre aux alentours des 250 $, 255 $ l'action. OK? Et je pourrais me tromper uniquement si la croissance est bien plus élevée que ça, si la taille du marché est énorme. Donc, je vous laisse aller creuser de ce côté-là. OK? Donc, j'ai pas envie entre parenthèses, je ne vais pas me masturber avec des chiffres ici uniquement parce que j'ai envie de trouver une entreprise croissante, etc. Non, 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 non.
255, c'est déjà ce que je veux parce que déjà à partir de 2025, qui représente à peu près on va se dire à peu près 2 années en avance par rapport à 2022 2023 en date de 2023 aujourd'hui, voilà, vous comprenez que il y a beaucoup de choses qui peuvent changer. Donc, je préfère rester tranquille. Si vous avez eu cette compagnie aux alentours des $200 l'action, vous savez que vous l'avez acheté à un prix qui inclut une certaine croissance, enfin un prix qui n'inclut pas une croissance au-delà de 2025. C'est déjà assez intéressant. Moi, ici, aujourd'hui, 314, ça ne m'intéresse pas, mais c'est une très belle entreprise. Admettons qu'on arrive ici à avoir $10,20 par action par rapport à votre prix actuel, prix d'acquisition en date d'aujourd'hui, qui est de 314, c'est un rendement de 3,24%. Est-ce que c'est satisfaisant pour vous? Point d'interrogation. Moi, personnellement, non, ça ne m'intéresse pas. Mais c'est une belle entreprise qui, moi, m'intéresse. Donc, je la mets dans ma watchlist et je continue à la suivre. Donc, on va se dire ici que en 6, vu la croissance, etc., on pourrait s'attendre à une augmentation des marges, une augmentation des revenus. Donc, auquel cas, l'évaluation actuelle doit être ajustée. Mais maintenant, il faut lire les rapports financiers. Est-ce que vous pensez que le management va aller dans ce sens-là? Pour les revenus, il y a de grandes chances que oui. Mais au niveau des marges, est-ce que ça sera le cas? Si oui, quels sont les objectifs, etc. Et faire vos ajustements par rapport à ça. Mais moi, en date d'aujourd'hui, je vais d'abord rester sur les $255 l'action. D'accord? Mais on a déjà constaté que c'est une belle entreprise et on sait déjà quel genre de questions on va poser. Donc, n'oubliez pas, pour ceux qui veulent aller plus loin, la promotion concernant la formation thématique qui sera disponible au mois d'avril ici, à savoir comment analyser une banque et comment lire les rapports financiers, vous l'avez encore au prix qui est affiché ici et il vous reste 131 places et ça se termine à la fin du mois de mars. En supplément de ça, vous pouvez recevoir tout ce que j'ai cité ici plus haut, genre savoir, vous pouvez demander des analyses quantitatives et recevoir, moi, mon top d'actions sous-évalué par mois. Quand je dis sous-évalué, c'est-à-dire que avec une note d'analyse, bien sûr. On ne dit pas juste que, si c'est sous-évalué, point. Non. On vous donne qu'est-ce qui s'est passé au dernier trimestre, etc. Comment est-ce qu'on voit les choses. Et on continue à faire le suivi. OK? Donc, essentiellement des entreprises nord-américaines en majorité parce que voilà, j'ai un intéressement fiscal par rapport à ça. OK? Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Le lien vers le service Top Premium est dans la description de la vidéo. Et on se dit à bientôt. N6, belle entreprise, mais au prix actuel, on va un tout petit peu attendre. Si vous l'avez acheté à $200 l'action, tant mieux pour vous, c'est un bon prix. D'accord? En tout cas, selon moi. Donc, merci.